Ma fille avait de bonnes manières, alors j'ai appelé la police. Je venais chercher ma fille chez ma mère quand elle m'a tendu un dossier. Les services de protection de l'enfance, CPS, sont passés hier. Tu as une audience d'urgence lundi. J'ai eu un haut le cœur. Quoi? C'est impossible pour négligence d'enfant. J'ai ouvert le dossier. Requête d'urgence pour la garde. Maman, qu'as-tu dit? C'est alors qu'Emma est apparue sur le seuil, parfaitement droite. Bonsoir, mère. Merci de venir me chercher. Je suis restée figée. C'était la même enfant qui, la semaine dernière, appelait les papillons des voltins. J'ai essayé de la serrer dans mes bras, mais elle s'est raidie. Tu m'as abandonnée pendant 3 jours. Tu me laisses toujours. Mamie s'occupe de moi. Sa voix était plate et entraînée. Je l'ai aidée à devenir une femme, a souri ma mère. On se voit au tribunal. J'ai porté Emma jusqu'à la voiture. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. J'avais 72 heures pour prouver qu'on lui avait fait du lavage de cerveau, sinon je la perdrais. Alors qu'Emma attachait sa ceinture, je les ai vus, des cercles violets autour de ses 2 poignets. Emma, qu'est-ce qui s'est passé? Mamie dit que les bonnes filles ne se plaignent pas des corrections nécessaires. À la maison, Emma se tenait dans le coin, le visage tourné vers le mur. Chérie, tu peux t'asseoir. Elle n'a pas bougé. Je n'ai pas fini mon temps de réflexion. Sa petite voix s'est brisée. Qu'est-ce que le temps de réflexion? Elle est restée silencieuse et tout son corps a commencé à trembler. Je l'ai serrée dans mes bras, mais elle s'est à nouveau raidie, murmurant des chiffres. 97, 98, 99. Pourquoi comptes-tu? Je dois atteindre le chiffre, sinon je retourne dans la chambre spéciale. Les mots sortaient à peine de sa bouche quand elle s'est soulagée dans mes bras. 5 ans et tremblant de terreur. Après l'avoir nettoyée, elle a recommencé à compter. Je cherchais des thérapeutes d'urgence sur Google quand ma voisine Carole a appelé. Elle vivait à côté de chez ma mère depuis 20 ans. Je ne veux pas être une curieuse. Mais j'ai pensé que je devrais te dire que j'ai entendu ta Emma compter depuis le sous-sol jeudi soir pendant des heures. Juste des chiffres qui résonnaient par les fenêtres. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Il restait 55 heures. Le lendemain matin, Emma a refusé de prendre son petit déjeuner. Seules les bonnes filles qui terminent leur leçon mangent. J'ai conduit directement chez ma mère. Chaque seconde comptait. Elle était dans le jardin, fredonnant comme si de rien n'était. Qu'est-ce que la chambre spéciale? Elle a souri sans lever les yeux. Les enfants ont une imagination si fertile. Elle est traumatisée. Qu'as-tu fait d'elle? Je l'ai améliorée. La plupart des gens paient cher pour ce genre de transformation. De rien. Elle a finalement levé les yeux pour me regarder. Les chippies deviennent de parfaites petites filles avec les bonnes méthodes. Tu l'as entraînée à mentir. Je l'ai entraînée à dire la vérité. Les bonnes filles ne racontent pas d'histoire. Elle est retournée à ses roses. On se voit lundi. Ne sois pas en retard la prochaine fois. Le reste de la journée a été un enfer. J'ai pris un congé du travail pour parler à Emma, mais elle ne déviait pas de son script. Le CPS ne me rappelait pas. Il restait 40 heures. Cette nuit-là, Emma s'est couchée, assise droite, toujours en train de compter. Je me suis endormie sur la chaise à ses côtés. Il était 2 heures du matin quand elle a commencé à crier. « S'il te plaît !» J'ai compté jusqu'à 10 000. J'ai tout compté. « S'il te plaît, laisse-moi sortir. » Il fait noir. Mais elle n'était plus dans son lit. J'ai couru au sous-sol où je l'ai trouvée debout dans le coin. C'est là qu'est la chambre spéciale chez Mamie. Elle a désigné le mur. Mais nous ne pouvons pas l'ouvrir. Mamie est la seule à l'ouvrir. J'aime beaucoup Mamie. Elle s'occupe de moi quand tu m'abandonnes. Je voulais m'arracher les cheveux. J'ai réservé un thérapeute d'urgence pour le lendemain matin, mais les évaluations prennent des semaines. Elle ne pourrait pas témoigner avant lundi. J'ai essayé d'enregistrer Emma. J'ai insisté pour dire que c'était un espace sûr, que je l'aimais, mais elle répétait son script. Tu m'as abandonnée. Encore et encore, le regard perdu. Je suis retournée chez ma mère avec mon téléphone en enregistrant. Dis-moi ce que tu lui as fait. En quelques minutes, la police m'escortait hors de la propriété pour trouble à l'ordre public. Elle m'a salué de son Porsche. 12 heures, tic-tac. Je n'avais plus d'option ni de temps. J'ai appelé mon frère Marcus, qui travaillait dans les forces spéciales. 10 ans à faire parler des terroristes. J'ai besoin de ton aide. Il en savait assez sur notre mère pour ne pas poser de questions. Il a juste répondu par un « J'arrive ». Marcus est arrivé avec 2 autres hommes que je reconnaissais de son unité. Nous avons conduit dans des voitures séparées. La clé de rechange était toujours sous leur fausse roche. Marcus a fait signe à son équipe. Et à 2 heures du matin, 7 heures avant le tribunal, ma mère s'est réveillée avec 3 hommes en tenue tactique entourant son lit.
Marcus lui a attaché les poignets avec des colliers de serrage pendant qu'elle marmonnait des accusations d'agression. Elle a été conduite à son propre sous-sol, vers la porte verrouillée qu'Emma craignait. Marcus a installé sa caméra. Le visage de ma mère est devenu blanc. Tu as 6 heures pour expliquer tout ce que tu as fait à Emma, en commençant par le jour 1, l'heure 1. Sa main s'est dirigée vers le bouton de la porte. Qu'y a-t-il dans cette pièce qui fait que les enfants comptent jusqu'à 10 000? Elle tremblait maintenant, les yeux fixés sur cette porte. S'il vous plaît. La femme qui souriait dans son jardin hier sanglotait. 6 heures avant le tribunal. Commence à parler. Elle est restée silencieuse. Il a ouvert la serrure. Clic. La porte s'est ouverte et l'odeur m'a frappée en premier. Quelque chose comme de la vieille sueur mélangée à des produits de nettoyage et de la peur. Marcus a dirigé sa lampe de poche dans l'obscurité et j'ai tout vu d'un coup. Une pièce pas plus grande qu'un placard avec des murs en béton couverts de marques de griffures. Des milliers de petites lignes regroupées par ensemble de 5. Le minuteur numérique vissé au mur brillait encore en rouge avec 10 000 figés sur son écran. Un drain se trouvait au centre du sol avec des taches sombres autour qui me soulevèrent le cœur. Ma mère a commencé à pleurer plus fort derrière nous pendant que Marcus entrait avec sa caméra en marche. Il se déplaçait lentement, filmant chaque centimètre pendant que je restais figée sur le seuil. Les murs portaient plus que des marques de comptage. Il y avait aussi des mots griffonnés sur le béton. « Je suis une bonne fille » apparaissait encore et encore dans une écriture d'enfant tremblante. Marcus a trouvé une étagère avec un gros livre de comptabilité et l'a ouvert avec précaution. L'écriture soignée de ma mère remplissait page après page avec des dates, des heures et des leçons. Jour 1, Emma doit apprendre que les bonnes filles restent silencieuses, était la première entrée, il y a 3 jours. Marcus a filmé chaque page pendant que je lisais par-dessus son épaule, reconnaissant des phrases qu'Emma répétait. Les bonnes filles ne se plaignent pas des corrections nécessaires. Apparaissait sur la page 2 avec des instructions détaillées sur les attaches de poignets. Le minuteur avait un panneau de contrôle à côté avec des boutons marqués de l'écriture de ma mère. Commencer le compte et redémarrer en cas d'échec et ajouter 1000 pour une mauvaise réponse était écrit sur du ruban adhésif à côté de chaque bouton. Il y avait des attaches métalliques vissées au sol près du drain, de la taille de petits poignets. Il restait encore du tissu violet collé au métal où il avait frotté contre la peau. J'ai pris des photos avec mon téléphone. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine le tenir. Marcus a trouvé d'autres livres de comptabilité sur l'étagère, plus anciens avec des noms différents sur les couvertures. L'un portait mon nom, vieux de 30 ans. Je l'ai ouvert et j'ai vu les mêmes leçons, les mêmes phrases, la même rupture systématique d'un enfant. Un souvenir m'a frappé si fort que j'ai dû m'agripper au cadre de la porte. J'avais 4 ans dans une pièce sombre comme celle-ci, à compter pendant que ma voix faiblissait. Ma mère était dehors dans le jardin, fredonnant des chansons d'église pendant que je criais des nombres contre les murs de béton. Je l'avais enterrée si profondément que je m'étais convaincue que ce n'était qu'un cauchemar. Mais voici la preuve, dans sa propre écriture. Marcus a continué de filmer pendant que son coéquipier regardait sa montre et se tapotait le poignet. Il nous restait peut-être 1 heure avant que les voisins ne se réveillent et ne voient des voitures étranges dans l'allée. Ma mère pleurait et suppliait toujours, mais Marcus l'ignorait complètement. Nous avons ramassé les livres de comptabilité et j'ai pris d'autres photos de la pièce sous tous les angles. L'autre membre de l'équipe a également attaché les chevilles de ma mère avec des colliers de serrage et l'a emmenée dans l'une de leurs voitures. Marcus a promis qu'il ne lui ferait pas de mal, mais qu'il la tiendrait éloignée des téléphones jusqu'après le tribunal. J'ai attrapé le livre de comptabilité d'Emma et celui qui portait mon nom et j'ai couru à ma voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à mettre la clé dans le contact. J'ai appelé le numéro d'urgence du Dr Howe depuis la voiture et j'ai laissé un message expliquant que j'avais besoin d'un examen urgent pour Emma. Il m'a rappelé en 5 minutes et a accepté de nous voir à 7h, soit seulement 2 heures avant l'audience. Le soulagement m'a envahi, mais je savais qu'il nous restait encore beaucoup à prouver. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Georgia Cantrell, l'avocate de la famille à qui j'avais envoyé un message plus tôt. Elle pouvait nous rencontrer à l'hôpital après l'examen d'Emma, mais m'a averti de faire attention aux preuves que je partageais. Elle a dit que tout ce qui avait été obtenu illégalement ne pourrait pas être utilisé au tribunal. Je voulais crier à l'injustice de tout cela. J'avais des preuves d'abus d'enfants systématiques, mais je pourrais ne pas pouvoir les utiliser. J'ai conduit jusqu'à la maison et je me suis assise dans l'allée 1 minute, essayant de me calmer avant d'entrer. Il était presque 6 heures du matin et j'avais besoin de réveiller Emma bientôt. Je l'ai trouvée blottie dans son lit.
ses lèvres bougeant silencieusement pendant son sommeil. 4847, 4848, 4849. Sa petite voix était rauque d'avoir compté toute la nuit. Je me suis assise sur son lit et j'ai doucement frotté son dos jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. Elle a immédiatement commencé à compter à voix haute. Et je l'ai aidée à s'habiller pendant qu'elle continuait. 512, 513. Je lui ai fait une tartine, mais elle n'a pas voulu en manger. Nous sommes montés en voiture et elle s'est tenue parfaitement immobile dans son siège surélevé. Chaque fois que le clignotant cliquait, elle tressaillait et murmurait à voix basse « Les bonnes filles ne se plaignent pas. Les bonnes filles ne se plaignent pas. » J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Le cabinet du pédiatre était à 20 minutes, mais cela a semblé des heures. Emma a compté tout le chemin, recommençant à 1 lorsqu'elle atteignait 6000. Le docteur Howe nous attendait dans le parking et nous a conduits directement dans une salle d'examen. Il a été gentil avec Emma, mais méticuleux, prenant des photos de ses poignets sous tous les angles. Il a documenté sa posture rigide et la façon dont elle ne établissait pas de contact visuel. Quand il lui posait des questions, elle donnait juste les mêmes réponses programmées sur l'abandon. Il m'a emmenée dans le couloir pendant que son infirmière restait avec Emma. « Je dois signaler cela au CPS immédiatement », a-t-il dit à voix basse. Quelque chose me semble étrange quant à la rapidité avec laquelle Marcus et son équipe ont agi sur la mer. 3 hommes des forces spéciales menant une opération en pleine nuit dans la banlieue. Le moment semble trop pratique, arrivant juste au moment où ils sont nécessaires et trouvant cette pièce cachée si facilement. Une partie de moi était terrifiée, mais une autre partie se sentait validée que quelqu'un d'autre puisse voir ce qui lui avait été fait. Le docteur Howe a imprimé son rapport et m'en a donné une copie pendant qu'Emma était assise sur la table d'examen, toujours en train de compter doucement à voix basse. Nous sommes sortis dans le parking où une femme en tailleur gris était appuyée contre une Honda Civic, consultant son téléphone. Elle a levé les yeux et m'a tendu la main. « Georgia Cantrell, vous devez être la maman d'Emma. » J'ai hoché la tête et lui ai serré la main pendant qu'Emma se tenait rigide à mes côtés. Georgia a jeté un coup d'œil au rapport médical que je tenais et m'a demandé si elle pouvait le voir. Elle l'a parcouru rapidement, ses yeux parcourant rapidement les pages. Nous avons environ 90 minutes avant le tribunal. Nous devons construire une défense axée uniquement sur ce que nous pouvons prouver légalement. Elle a regardé Emma, qui regardait le sol et comptait. Rien de ce qui s'est passé hier soir ne sera mentionné. Rien sur la façon dont vous avez découvert ce que vous avez découvert. Nous travaillons avec ce que nous avons. J'ai ajusté Emma dans son siège auto pendant que Georgia montait dans sa Honda et nous suivait jusqu'au poste de police. À l'intérieur du poste, l'agent d'accueil m'a donné des formulaires à remplir pour un rapport d'abus d'enfant. J'ai écrit soigneusement sur les ecchymoses d'Emma et ses comportements, et ce que le médecin a trouvé. Je n'ai rien écrit sur la chambre spéciale, ni sur la façon dont j'en avais eu connaissance. L'agent a lu ma déclaration et a secoué la tête. Ces enquêtes prennent des semaines, parfois des mois. Cela ne vous aidera pas pour demain. Georgia s'est tenue à mes côtés et a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Nous sommes retournés au parking où Georgia m'a écarté près de sa voiture. « Écoutez, je sais que vous avez des preuves vidéo. Je le vois sur votre visage, mais nous ne pouvons pas les utiliser. Tout ce qui a été obtenu par effraction est inadmissible. » Elle a vu ma déception sur mon visage. Nous avons les comportements d'Emma, les preuves médicales et nous obtiendrons des témoignages. Cela devrait suffire. Elle a sorti son téléphone et a passé un appel au Centre de défense de l'enfant. Ils avaient une place pour une entrevue médico-légale à 15h. Georgia m'a averti que ce ne serait probablement pas fait à temps pour l'audience du matin, mais nous devions essayer. Le système avançait lentement, mais chaque élément de preuve comptait. J'ai conduit jusqu'à la maison de Carole avec Georgia qui me suivait. Carole attendait sur son porche avec un cahier à la main. Elle avait déjà commencé à écrire ce dont elle se souvenait. Georgia s'est assise avec elle à la table de la cuisine et l'a aidée à rédiger une déclaration formelle sur le fait d'avoir entendu Emma compter depuis la fenêtre du sous-sol jeudi soir. Carole l'a signée et Georgia l'a notariée avec un sceau de sa mallette. Un élément de preuve indépendant sécurisé. De retour chez moi, Georgia m'a aidée à rédiger ma propre déclaration sous serment. Je me suis assise à la table de ma cuisine pendant qu'Emma se tenait dans le coin du salon, en train de compter. Georgia me posait des questions et écrivait sur son ordinateur portable. J'ai admis que j'avais été en retard pour aller chercher Emma chez ma mère à cause du travail. Parfois 30 minutes, une fois 1 heure, mais jamais des jours, jamais d'abandon. Georgia m'a aidé à rédiger le tout avec soin pour assumer mes imperfections sans admettre de fausses accusations. Nous avons marché sur une ligne fine entre la vérité et nous protéger.
Mon téléphone a sonné pendant que Georgia imprimait la déclaration sous serment. L'identifiant de l'appelant indiquait le commissariat de police. Georgia m'a arraché le téléphone des mains avant que je puisse répondre. « Ici Georgia Cantrell, avocate de la mère d'Emma. Oui, détective McCabe. Ma cliente sera disponible pour une entrevue demain après-midi après l'audience de garde. Non, pas avant. » Elle a raccroché et m'a regardée. « Ta mère a porté plainte pour agression. » On savait que cela allait arriver. Mes mains ont commencé à trembler. Georgia m'a fait asseoir et m'a expliqué mes droits. « Si quelqu'un vous interroge sur la nuit dernière, invoquez votre droit de la 5e amende contre l'auto-incrimination. Mais mieux encore, évitons la question complètement. » Elle m'a fait répéter une phrase encore et encore. J'étais à la maison avec ma fille. Je l'ai dit 20 fois jusqu'à ce que cela sonne naturel, même si ma voix tremblait. C'est tout ce que tu dis si on te pousse. J'étais à la maison avec Emma, rien d'autre. Elle m'a fait le répéter. À 15 ans, nous avons conduit au centre de défense de l'enfant, mais l'intervieweur médico-légal était en retard. Nous avons attendu dans le hall pendant 1 heure pendant qu'Emma était assise parfaitement immobile à mes côtés. Quand nous avons finalement été appelés, l'intervieweur a expliqué qu'il ne pouvait faire qu'une évaluation préliminaire aujourd'hui. L'entrevue complète prendrait plusieurs sessions. Emma est entrée seule dans la pièce pendant que je l'observais à travers un miroir sans teint. Elle a répondu à chaque question avec son script sur l'abandon. L'intervieweur a noté la dissociation et les réponses rigides d'Emma dans son rapport, mais a dit qu'il ne pouvait pas déterminer la cause sans plus de sessions. Nous sommes repartis avec une autre preuve partielle. Georgia m'a ramenée à la maison et a dit qu'elle déposerait tous nos documents au tribunal avant la fermeture. Elle nous retrouverait au palais de justice à 8h30 le lendemain matin. Après son départ, j'ai essayé de faire dîner Emma, mais elle a refusé. Les bonnes filles gagnent leur nourriture. Elle se tenait dans son coin habituel, en train de compter. À 20h, la sonnette a retenti. Marilyn Estrada de CPS était sur mon porche avec un bloc-notes. Je suis là pour la visite d'urgence à domicile suite au rapport du Dr. Howe. Je l'ai laissée entrer malgré mon estomac noué. Emma était maintenant assise sur le canapé, assise droite, et comptait doucement. 412, 413. Marilyn s'est assise sur la chaise en face d'elle et a observé. Elle a pris des notes sur son bloc-notes concernant le comptage d'Emma et sa posture rigide. Elle a pris des photos de la chambre d'Emma avec son téléphone. Elle a posé des questions gentilles à Emma, mais a obtenu les mêmes réponses robotiques sur le fait d'être une bonne fille et de ne pas se plaindre. Après 1 heure d'observation, Marilyn a ramassé ses affaires. J'aurai mon rapport préliminaire prêt pour le tribunal demain. Il y a des signes clairs de traumatisme ici. Elle a regardé Emma qui comptait toujours. Quoi qu'il lui soit arrivé, elle a besoin d'aide. Après le départ de Marilyn, je me suis assise à côté d'Emma sur le canapé, mais elle s'est éloignée et a continué à compter. Le lendemain matin, mon téléphone a vibré avec un email du cabinet du Dr. Howe. J'ai ouvert la pièce jointe pendant qu'Emma mangeait des céréales sèches, une par une, toujours en train de compter entre les bouchées. Le rapport indiquait que les ecchymoses correspondaient au schéma de contention, mais qu'il ne pouvait pas identifier qui les avait faites. Mes mains tremblaient alors que je le transmettais à Georgia, qui m'a répondu par SMS que c'était suffisant pour soulever des inquiétudes, même si ce n'était pas tout ce dont nous avions besoin. Emma a terminé exactement 20 morceaux de céréales et a poussé le bol. Je l'ai emmenée au centre de défense de l'enfant pour l'entrevue médico-légale que Georgia avait programmée. Le bâtiment ressemblait à une maison normale de l'extérieur avec des jouets aux fenêtres. Emma a marché à mes côtés avec une posture parfaite et les mains jointes. L'intervieweuse était une femme aux cheveux gris qui parlait doucement à Emma, pendant que j'observais depuis une autre pièce à travers un miroir. Emma s'est assise rigide sur la petite chaise et a répondu à chaque question avec la même voix plate sur l'abandon. Lorsque l'intervieweuse lui a posé des questions sur la chambre spéciale, les yeux d'Emma sont devenus vides et elle a fixé le mur pendant 30 secondes avant de continuer à compter. L'intervieweuse a noté la dissociation et les indicateurs de traumatisme, mais a dit qu'elle avait besoin de plus de sessions pour comprendre ce qui s'était passé. Nous sommes repartis avec un autre rapport partiel qui prouvait que quelque chose n'allait pas, mais pas qu'il avait fait. De retour à la maison, Marilyn a appelé et a demandé si elle pouvait passer avec des informations. Elle est arrivée 20 minutes plus tard et s'est assise à la table de ma cuisine pendant qu'Emma se tenait dans son coin. Marilyn a sorti un dossier et m'a montré 2 plaintes antérieures contre ma mère datant de plusieurs années. L'une de mon cousin en 2018 et l'autre de ma tante en 2015. Les 2 étaient marquées comme « non fondées » parce que les enfants ne parlaient pas. Le schéma était là, en noir et blanc,
Mais le CPS n'avait jamais relié les points. Georgia est venue ce soir-là, après qu'Emma soit déjà au lit. Elle a étudié la vidéo sur mon téléphone que Marcus avait prise, faisant des pauses pour noter des phrases spécifiques du livre de comptabilité que ma mère gardait. Elle a expliqué que nous ne pouvions pas utiliser la vidéo au tribunal, mais que nous pouvions utiliser ce que nous avions appris pour poser les bonnes questions. Elle a noté chaque phrase qu'Emma répétait et les a comparées aux entrées dans l'écriture de ma mère. Après le départ de Georgia, je me suis assise seule à minuit, regardant à nouveau la vidéo. Le livre de comptabilité montrait des dates remontant à 3 semaines, avec des notes détaillées sur les sessions d'entraînement d'Emma. Chaque entrée correspondait mot pour mot à ce qu'Emma disait. Ma mère avait écrit sur des exercices de comptage, des restrictions alimentaires et quelque chose appelé la pratique de la posture. La rage s'est accumulée dans ma poitrine alors que je lisais sur les périodes d'isolement chronométrées qui passaient de 1 heure à 6 heures au fil des jours. Je voulais désespérément présenter cette vidéo, mais je savais qu'elle détruirait notre cas si les fractions venaient à être révélées. Georgia avait été claire sur le fait que des preuves obtenues illégalement me feraient paraître instables et pourraient me coûter Emma pour toujours. J'ai supprimé la vidéo de mon téléphone, mais j'ai conservé des captures d'écran des pages les plus importantes cachées dans un dossier verrouillé. Le lendemain matin, j'ai consulté Facebook et j'ai découvert que ma mère avait posté 12 photos d'Emma lors d'événements d'église au cours de la dernière année. Emma avait l'air heureuse sur chaque photo avec de grands sourires, qui, réalisais-je maintenant, étaient forcés. Ma mère avait écrit des légendes sur le fait d'être une grand-mère aimante, qui a aidé quand sa fille ne pouvait pas s'occuper de l'éducation des enfants. Georgia a pris des captures d'écran de tout et m'a averti que c'était le début d'une campagne médiatique visant à faire paraître ma mère comme la gardienne stable. Cet après-midi-là, Georgia m'a demandé de lui raconter toute mon enfance. Je n'avais pas prévu de le mentionner. Mais les mots sont sortis de toute façon. Je lui ai dit qu'on m'enfermait dans un placard sombre quand j'avais 4 ans, à compter pour rester calme pendant que ma mère faisait les courses. J'ai rappelé la fin quand elle a décidé que je n'avais pas mérité mes repas. J'ai rappelé l'entraînement à la posture parfaite et les scripts que je devais mémoriser sur la gratitude. Georgia a écouté sans jugement et a expliqué que mon histoire renforcerait en fait notre cas en montrant un schéma d'abus à travers les générations. Georgia semble étrangement préparée à chaque mouvement ici, comme si elle avait déjà fait cette danse, connaissant les preuves vidéo avant même que quelqu'un ne la mentionne. Ayant ce notaire prêt dans sa mallette, coupant le détective à moitié appel, elle a dit que témoigner à ce sujet serait difficile, mais que cela pourrait être ce qui sauverait Emma. Elle m'a aidé à voir qu'il ne s'agissait pas de prouver que j'étais parfaite, mais de garder Emma en sécurité. Le tribunal n'avait pas besoin d'une mère parfaite, juste d'une qui ne blesserait pas sa fille. Elle a expliqué que mon horaire de travail et les fois où j'ai été en retard pour venir chercher Emma étaient des difficultés parentales normales, rien comparé aux abus systématiques que ma mère avait commis. Nous avons passé 2 heures à passer en revue chaque élément de preuve dont nous disposions et chaque témoin potentiel. Carole témoignerait des comptages qu'elle a entendus. Le docteur O présenterait les preuves médicales. L'intervieweuse médico-légale discuterait des réactions de traumatisme d'Emma. Marilyn partagerait la tendance des plaintes antérieures. Georgia assemblerait le tout pour prouver qu'Emma était en danger avec ma mère. Puis le téléphone de Georgia a sonné et elle l'a mis sur haut-parleur. Le greffier du tribunal appelait pour nous informer que notre dossier avait été attribué au juge Harrison. Le visage de Georgia s'est contracté alors qu'elle remerciait le greffier et raccrochait. Elle a expliqué que Harrison était connu pour garder les familles unies autant que possible. Il retirait rarement les enfants des grands-parents et avait besoin de preuves accablantes pour agir. Nous devrions ajuster toute notre stratégie pour un juge qui commencerait par penser que les grands-mères ne font pas de mal aux petits-enfants. Georgia est restée jusqu'à 23 heures ce soir-là, refaisant notre approche. Le lendemain matin, mon téléphone a sonné à 7h30 et un homme s'est présenté comme Anton Fowler, le tuteur désigné pour le dossier d'Emma. Il a expliqué qu'il serait présent à l'audience pour observer Emma et faire une recommandation indépendante au juge concernant ses meilleurs intérêts. Sa voix était calme et professionnelle, alors qu'il posait quelques questions de base sur l'état actuel d'Emma. Je lui ai parlé des comptages et des comportements rigides pendant qu'Emma était assise à la table de la cuisine, disposant ses miettes de céréales en rangée parfaite. Il a dit qu'il serait attentif à ses comportements au tribunal et m'a demandé d'amener Emma tôt pour qu'il puisse l'observer dans la salle d'attente. Après avoir raccroché, le détective McCabe a rappelé concernant la plainte d'agression de ma mère pour l'effraction qu'il soupçonnait s'être produite. Georgia a immédiatement pris mon téléphone et lui a dit que toute interview devrait attendre après l'audience de garde de ce matin.
Elle l'a programmée pour demain après-midi et lui a rappelé qu'elle serait représentée par un avocat lors de tout interrogatoire. Le détective n'était pas content, mais a accepté le report, l'affaire de garde ayant la priorité. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Marcus disant qu'il voulait publier la vidéo en ligne pour révéler ce que notre mère avait fait à Emma. J'ai immédiatement écrit « Absolument pas ». Nous ne pouvions pas risquer quoi que ce soit qui pourrait mettre en péril le dossier de garde. Il a envoyé 3 autres messages discutant que les gens devaient savoir de quoi elle était capable de faire aux enfants. Je l'ai appelé et lui ai dit de supprimer la vidéo de tous ses appareils tout de suite. Il a finalement accepté, mais j'ai pu entendre la frustration dans sa voix alors qu'il promettait de rester silencieux jusqu'après le tribunal. Georgia est venue nous chercher à 8h15 et nous a conduits au palais de justice dans sa voiture, car elle voulait passer en revue la stratégie en cours de route. Emma était assise à l'arrière, comptant doucement alors que nous passions en revue les preuves une fois de plus. Lorsque nous sommes arrivés au palais de justice, le comptage d'Emma s'est soudainement accéléré alors que nous montions dans l'escalator, son rythme mécanique correspondant à ses nombres. Les marches en métal cliquetaient au rythme de sa voix alors qu'elle atteignait 200 puis 300 de plus en plus vite. Je l'ai rapidement guidée vers un coin tranquille près de la fontaine à eau et j'ai activé une application de bruit blanc sur mon téléphone. Le son constant de statique a brisé le schéma et le comptage d'Emma a ralenti alors qu'elle se concentrait sur le nouveau son à la place. Je me suis souvenu de ce que le docteur Howe avait suggéré sur les techniques d'ancrage et j'ai commencé à demander à Emma de nommer les choses qu'elle pouvait voir dans le couloir. Elle a pointé une peinture, puis un banc, puis une plante, et son comptage est passé de milliers à 98, 97, 96. Anton Fowler est apparu à nos côtés, et j'ai vu qu'il prenait des notes sur le comportement d'Emma et ma réponse à celui-ci. Il m'a donné un petit signe de tête alors que le comptage d'Emma descendait sous 50 et qu'elle semblait s'être un peu calmée. Georgia s'est précipitée au bureau du greffier avec nos preuves d'urgence, à seulement 8 minutes de notre heure d'audience. Elle a déposé les photos médicales des poignets d'Emma. Carole a signé la déclaration concernant les comptages et les notes préliminaires de la DPJ. Le greffier a scellé chaque document et les a ajoutés à notre dossier pendant que Georgia surveillait pour s'assurer que tout était correctement enregistré. Elle est revenue, soulagée que nous ayons déposé nos preuves à temps pour que le juge les examine. Dans le couloir devant la salle d'audience, une femme avec 2 jeunes enfants essayait de les occuper avec des livres à colorier. L'un des enfants a demandé à Emma si elle voulait aussi colorier et lui a tendu un crayon. Emma s'est tenue parfaitement droite et a dit « Les bonnes filles ne jouent pas avec des jouets pendant les moments importants », avec cette voix plate. Le jeune enfant avait l'air confus et sa mère l'a éloigné pendant qu'Anton prenait d'autres notes sur la réponse d'Emma. Il a demandé à Emma ce qu'elle voulait dire par « bonne fille ». Et elle a simplement répété la phrase 3 fois de plus, sans aucune émotion. L'huissier a appelé notre numéro de dossier et nous sommes entrés dans la salle d'audience où ma mère était déjà assise avec son avocat à l'autre table. Le juge Harrison est entré et a immédiatement établi les règles pour l'audience d'urgence d'aujourd'hui sur la sécurité immédiate et la garde temporaire uniquement. Il a dit que nous n'étions pas là pour régler le cas complet, mais seulement pour déterminer où Emma devrait rester pendant que l'enquête se poursuivait. Ma mère était assise de l'autre côté de la salle, avec une posture parfaite et un petit sourire pendant que son avocat organisait des papiers sur sa table. Marilyn Estrada est montée à la barre en premier en tant qu'enquêteuse de la DPJ, qui avait effectué la visite domiciliaire d'urgence il y a 2 nuits. Elle a décrit avoir trouvé Emma comptant continuellement dans le coin de mon salon et son obéissance rigide à des règles invisibles. Elle a témoigné des phrases scriptées d'Emma et de ses réponses émotionnelles plates, suggérant qu'un entraînement ou un conditionnement s'était produit. Elle a dit au juge qu'elle recommandait une enquête continue avec des mesures de sécurité immédiates pour protéger Emma de tout autre préjudice psychologique. Son opinion professionnelle était qu'Emma présentait des signes clairs de traumatisme nécessitant une intervention immédiate, quelle qu'en soit la source. Le docteur Howe est monté à la barre ensuite, apportant une chemise avec les photos qu'il avait prises des poignets d'Emma lors de l'examen. Il a montré au juge les ecchymoses violettes et a expliqué qu'elles étaient cohérentes avec des marques de contention provenant de quelque chose comme des attaches de câbles ou des cordes. Il a décrit la réaction de peur d'Emma lorsqu'on lui offrait de la nourriture et son insistance sur le fait que seules les bonnes filles qui terminèrent leur leçon pouvaient manger. Il a témoigné de sa posture rigide et de sa réticence à s'asseoir même lorsqu'on l'y invitait pendant l'examen. Il a expliqué qu'à son avis médical, Emma avait subi un conditionnement systématique qui créait des réponses comportementales spécifiques à des situations normales. Le juge a soigneusement étudié les photos et a demandé au docteur Howe s'il pouvait déterminer qui avait causé ces blessures.
Le docteur Howe a dit qu'il ne pouvait pas identifier une personne spécifique, mais que les blessures avaient définitivement été infligées plutôt qu'accidentelles. Il a ajouté que les symptômes psychologiques d'Emma suggéraient une exposition prolongée aux méthodes de conditionnement qui auraient été utilisées sur elle. L'intervieweuse médico-légale du Centre de défense de l'enfant est montée à la barre ensuite et a ouvert sa chemise en ajustant ses lunettes. Elle a décrit avoir rencontré Emma hier après-midi et l'avoir vue compter jusqu'à 300 avant même de reconnaître que quelqu'un était dans la pièce. Elle a montré au juge ses notes sur la voix plate d'Emma, répétant des phrases sur le fait d'être une bonne fille qui ne se plaint pas. Elle a expliqué comment Emma restait complètement immobile lorsqu'on lui posait des questions sur la chambre spéciale, ses yeux devenant vides comme si elle n'était plus là. L'intervieweuse a déclaré que ce type de déconnexion se produit lorsque les enfants vivent quelque chose que leur esprit ne peut pas gérer. Elle a témoigné qu'Emma présentait des signes clairs d'avoir été entraînée à dire des choses spécifiques, mais qu'elle ne pouvait pas identifier qui avait fait l'entraînement. Elle a souligné son rapport où elle avait écrit qu'Emma présentait de multiples indicateurs de traumatisme, y compris un langage corporel rigide et des réponses scriptées. Le juge a pris des notes pendant qu'elle expliquait qu'il y avait définitivement eu un préjudice psychologique basé sur les comportements d'Emma. Georgia a remis au greffier la déclaration écrite de Carol pour qu'elle soit lue au dossier ensuite. Le greffier a lu les mots de Carol sur le fait de vivre à côté de la maison de ma mère pendant 20 ans et d'entendre Emma compter depuis la fenêtre du sous-sol jeudi soir. Carol avait écrit que le comptage avait duré au moins 3 heures, juste des nombres résonnant à travers les fenêtres avec la petite voix d'Emma. Elle a décrit avoir entendu les nombres atteindre des milliers et s'être demandé si elle devrait appeler quelqu'un, mais ne pas savoir quoi dire. Le visage du juge a légèrement changé lorsque le greffier a lu la partie sur le comptage provenant spécifiquement du sous-sol. Son stylo a cessé de bouger et il a levé les yeux de ses notes pour la première fois depuis le début de l'audience. L'avocat de ma mère s'est levé et a lissé sa cravate avant de présenter sa version de l'histoire. Il a sorti des registres de travail montrant toutes les fois où j'étais en retard pour venir chercher Emma chez ma mère. Il a montré au juge mes feuilles de temps du restaurant où je travaillais en double vacation la plupart des week-ends. Il a lu des déclarations de membres de l'église de ma mère, parlant de la merveilleuse femme qu'elle était avec les enfants. Les dames de l'église avaient écrit sur sa patience et son dévouement à élever des enfants ayant de bonnes manières et du respect. Il a soutenu que j'étais une mère instable qui priorisait le travail sur ma fille et qui dépendait de ma vieille mère pour des soins d'enfants gratuits. Il a suggéré que les comportements d'Emma n'étaient que l'imagination d'un enfant en liberté après avoir été entraîné par moi pour mentir sur sa grand-mère aimante. Il a montré des photos d'Emma lors d'événements d'église, l'air propre et bien habillée à côté de ma mère. La déclaration de Carol place Emma comptant dans le sous-sol pendant des heures, ce qui me fait me demander pourquoi ma mère aurait Emma là-bas du tout. Les photos de l'église montrant Emma propre et bien habillée semblent soigneusement mises en scène par rapport à son comportement actuel avec tous ses comportements rigides et ses comptages. Georgia m'a appelé à la barre et mes jambes se sont senties faibles en marchant vers le fauteuil du témoin. J'ai levé ma main droite et j'ai juré de dire la vérité pendant qu'Emma était assise au fond de la salle, comptant toujours doucement. Georgia m'a interrogée sur mon horaire de travail et j'ai admis que oui, je travaillais de longues heures pour garder un toit au-dessus de nos têtes. J'ai expliqué qu'être une mère célibataire signifiait prendre des décisions difficiles, mais que je n'avais jamais abandonné Emma pendant des jours comme ma mère l'affirmait. J'ai décrit avoir trouvé Emma avec des ecchymoses sur les poignets et sa terreur de la chambre spéciale. Je lui ai parlé d'Emma surinant dessus par peur et refusant de manger, à moins qu'elle ne soit une bonne fille. Ma voix tremblait, mais j'ai continué, expliquant comment elle se tenait dans les coins pendant des heures, à faire quelque chose appelé temps de réflexion. J'ai décrit comment elle comptait jusqu'à 10 000 et la façon dont elle se raidissait quand j'essayais de la serrer dans mes bras. L'avocat de l'opposition s'est levé pour le contre-interrogatoire et a immédiatement abordé ma visite chez ma mère. Il m'a demandé si j'y étais allée et si je l'avais accusée de blesser Emma, ce que j'ai confirmé. Il a suggéré que je harcelais une femme âgée qui n'avait rien fait d'autre que d'aider à élever ma fille. Je suis restée calme et j'ai expliqué que je voulais juste comprendre ce qui lui était arrivé pour effrayer autant Emma. Je lui ai dit que j'avais frappé à la porte et demandé directement à ma mère ce qu'était la chambre spéciale. Quand elle n'a pas répondu et a appelé la police, je suis partie immédiatement sans aucune discussion ni scène. L'avocat a insisté davantage, demandant si la police m'avait escortée hors de la propriété pour harcèlement. J'ai clarifié que oui, la police m'avait demandé de partir et je l'avais fait immédiatement sans aucune résistance. J'ai expliqué que mon seul souci était d'obtenir de l'aide pour Emma
et de comprendre ses réactions de traumatisme. Il a essayé de le faire passer pour moi comme si j'étais instable, mais j'ai gardé mes réponses courtes et factuelles. Le juge Harrison s'est tourné vers Anton Fowler et lui a demandé sa recommandation en tant que tuteur désigné par le tribunal pour les intérêts d'Emma. Toute la salle d'audience s'est tue alors qu'Anton se levait de son siège dans la galerie où il avait pris des notes. Il s'est dirigé vers le pupitre avec sa chemise remplie d'observations de l'audience d'aujourd'hui. Il a décrit avoir vu Emma dans le couloir. Dire à un autre enfant que les bonnes filles ne jouaient pas pendant les moments importants. Il a noté sa posture rigide et la façon dont elle comptait continuellement, même pendant que d'autres témoins témoignaient. Il a dit au juge qu'il avait observé des signes clairs de conditionnement, y compris des phrases scriptées et des réponses basées sur la peur. Il a recommandé qu'Emma reste avec moi pendant l'enquête, sans contact non supervisé entre Emma et ma mère. Il a expliqué que retirer Emma de mes soins causerait un traumatisme supplémentaire compte tenu de son état psychologique actuel. Il a souligné qu'Emma avait besoin de stabilité et d'intervention thérapeutique, et non de nouvelles perturbations dans sa vie. Le juge a regardé les deux tables, puis Emma, qui était toujours assise au fond de la salle avec une posture parfaite. Il a dit qu'il avait de sérieuses préoccupations concernant les deux foyers, mais que la sécurité immédiate d'Emma devait passer avant tout. Il a noté que ce n'était qu'une décision temporaire pendant que l'enquête complète se poursuivait au cours des prochaines semaines. Il a ordonné que je conserve la garde temporaire avec des conditions strictes, y compris une thérapie pour Emma et la coopération avec la DPJ. Il a suspendu les droits de visite de ma mère jusqu'à l'issue de l'enquête, à l'exception des visites supervisées dans un lieu neutre si le thérapeute d'Emma le recommandait. Il a programmé une audience de révision dans 30 jours pour évaluer les progrès d'Emma et examiner les conclusions de l'enquête. Le soulagement m'a envahi, mais je savais que ce n'était que le début d'une longue bataille. Le juge Harrison a commencé à énumérer les conditions pendant que je serrais plus fort la main d'Emma. Il a ordonné une thérapie immédiate à partir de cette semaine avec un psychologue pour enfants approuvé par le tribunal, spécialisé dans les cas de traumatisme. La DPJ établirait un plan de sécurité pour notre maison dans les 48 heures, avec des directives spécifiques que nous devions suivre. L'audience de révision a été programmée pour 30 jours pour vérifier les progrès d'Emma et réévaluer la situation. Il a clairement indiqué qu'il ne s'agissait que d'une garde temporaire et que toute violation de ses ordonnances entraînerait le retrait immédiat d'Emma de mes soins. Le greffier a tout écrit pendant qu'Emma continuait de compter doucement. Maintenant jusqu'à 300 et plus. Le juge Harrison a signé l'ordonnance et l'huissier a remis des copies aux deux avocats avant d'appeler le cas suivant. Nous sommes sortis de la salle d'audience dans le couloir où ma mère se tenait près de l'ascenseur avec son avocat. Elle a bloqué notre chemin et a annoncé assez fort pour que tout le monde entende qu'elle allait déposer une plainte en diffamation contre moi pour les mensonges que j'avais racontés au tribunal. Son avocat a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer alors qu'elle m'accusait d'avoir cambriolé sa maison et terrorisé une femme âgée au milieu de la nuit. Georgia m'a attrapé le bras et m'a dirigé vers les escaliers, murmurant que nous nous attendions à cela et que nous devions continuer à marcher sans répondre. Emma s'est collée à ma jambe, toujours en train de compter, maintenant à 400. Ma mère nous a suivis en bas, criant à propos d'accusations d'agression et de la façon dont Marcus paierait pour ce qu'il m'avait fait. Georgia a continué à me pousser dans le couloir et vers les portes principales, où la lumière du soleil nous a frappés durement après la sombre salle d'audience. Ma voiture était garée à 3 pâtés de maison, et Georgia a marché avec nous tout le chemin pendant que les menaces de ma mère résonnaient derrière nous. Une fois qu'Emma a été attachée dans son siège auto, Georgia s'est penchée par ma fenêtre et m'a dit que le détective Wilson McCabe du service de police aurait besoin de m'interviewer concernant la plainte de ma mère. Elle l'avait déjà programmée pour demain après-midi à 14 heures et a insisté pour être là pour chaque question. Son cabinet avait déjà traité avec McCabe dans des cas d'accusations fausses et elle savait exactement comment gérer ses tactiques d'interrogatoire. Elle m'a rappelé de ne discuter de rien avec personne d'autre qu'elle avant l'interview de demain, en particulier pas avec Marcus ou quiconque aurait pu être impliqué dans ce qui s'est passé cette nuit-là. Emma s'est endormie pendant le trajet de retour, ses lèvres bougeant encore avec des chiffres silencieux, même endormie. L'après-midi suivant, je me suis assise dans la salle d'interrogatoire du poste de police avec Georgia à mes côtés, pendant que le détective McCabe préparait son équipement d'enregistrement. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, avec des yeux attentifs qui observaient tout ce que je faisais, de la façon dont je m'asseyais à l'endroit où je posais mes mains sur la table. Il a commencé par des questions de base sur ma relation avec ma mère et sur la fréquence à laquelle Emma restait chez elle pour la garde d'enfants. Je lui ai expliqué que mon horaire de travail obligeait parfois ma mère à venir chercher Emma à l'école et à la garder jusqu'à ce que je sorte tard.
Il a posé des questions sur l'audience de garde et ce qui avait conduit au dépôt de la demande d'urgence contre moi. Je lui ai parlé de la découverte de l'état d'Emma lors de sa prise en charge et de mes inquiétudes concernant ses changements de comportement. Il a insisté sur les détails de la nuit précédant l'audience, me demandant où j'étais et ce que j'avais fait entre minuit et 6 heures du matin. Georgia m'a touché le bras et j'ai simplement déclaré que j'étais à la maison avec ma fille, me préparant pour le tribunal le lendemain matin. McCabe m'a montré des photos des poignets de ma mère avec des marques rouges et m'a demandé si je savais comment ces blessures avaient été causées. J'ai dit que je n'avais aucune connaissance de blessures infligées à ma mère et je suis restée concentrée sur la sécurité d'Emma tout au long de notre conversation. Il a essayé différents angles pendant 1 heure, posant des questions sur Marcus et si je lui avais demandé de l'aide pour ma situation de garde. Georgia est intervenue à plusieurs reprises pour rediriger les questions uniquement sur les questions pertinentes. Lorsque McCabe a finalement éteint l'enregistreur, il a dit que l'enquête se poursuivrait et que des accusations pourraient être portées en fonction des preuves qu'il collecterait. Georgia l'a remercié professionnellement et nous sommes partis sans un mot de plus entre nous. 2 jours plus tard, Marilyn Estrada a frappé à ma porte avec un presse-papier et un mètre pour l'évaluation de sécurité de la DPJ. Elle a parcouru chaque pièce en prenant des notes sur les dangers potentiels et en posant des questions sur nos routines quotidiennes. Dans la cuisine, elle a ouvert tous les placards et a retiré toutes les minuteries, y compris celles du micro-ondes et celles de la cuisinière. Elle a expliqué que tout ce qui pouvait déclencher la réponse de comptage d'Emma devait être retiré de son environnement pendant sa convalescence. Elle m'a aidé à établir de nouvelles routines de repas qui n'impliquaient pas d'horaire rigide ni de règles sur la finition de la nourriture avant d'en recevoir davantage. Emma a regardé depuis le seuil, debout parfaitement immobile avec les mains sur les côtés comme un petit soldat. Marilyn s'est agenouillée à la hauteur d'Emma et lui a dit qu'il était normal qu'elle arrête de compter quand elle le voulait sans demander la permission d'abord. Les yeux d'Emma se sont écarquillés, mais elle n'a pas bougé ni répondu. Elle a simplement recommencé à compter plus fort à partir d'un peu plus de 800. Marilyn a pris d'autres notes et m'a donné un horaire imprimé des rendez-vous de thérapie requis et des visites à domicile pour le mois prochain. Elle a dit que la guérison d'Emma prendrait du temps, mais que l'élimination des déclencheurs était une étape importante. Après son départ, j'ai trouvé Emma dans sa chambre en train de disposer ses animaux en peluche en rangée parfaite, tout en les comptant plusieurs fois. 3 jours plus tard, nous avons eu notre premier rendez-vous avec Jillian Novak, la spécialiste des traumatismes que le tribunal avait assigné au dossier d'Emma. Son bureau avait des couleurs douces et des jouets partout, sans horloge ni minuterie visible. Emma s'est assise par terre près de ma chaise pendant les 20 premières minutes, comptant seulement pendant que Jillian jouait tranquillement avec des blocs à proximité, sans pousser Emma à se joindre. Puis Emma a attrapé un bloc et l'a placé sur la tour de Jillian avant de retirer rapidement sa main. Jillian a continué à construire sans importance et Emma a ajouté un autre bloc quelques minutes plus tard. À la fin de la séance, Emma avait joué pendant près de 10 minutes complètes avant de recommencer à compter. Jillian m'a dit que c'était en fait un excellent progrès pour une première séance et qu'elle était optimiste quant à la capacité d'Emma à se rétablir avec une thérapie constante. Ce soir-là, Emma s'est réveillée en criant à 2 heures du matin, mais cette fois, elle n'a compté que jusqu'à 30 avant de se rendormir dans mes bras. Les 3 nuits suivantes ont montré une amélioration similaire, les épisodes de comptage devenant de plus en plus courts, bien qu'elle se réveille encore effrayée et en sueur. Pourquoi McCabe s'est-il concentré autant sur où j'étais entre minuit et 6 heures du matin, alors que personne n'a mentionné quoi que ce soit qui se soit passé pendant ces heures exactes? Ces questions sur Marcus aidant dans la situation de garde semblent étrangement spécifiques. Aussi, comme s'il savait déjà quelque chose que nous n'avons pas encore entendu. Je me suis assise avec elle toutes les nuits, ne disant pas grand-chose, juste être là pendant qu'elle traitait les souvenirs qui tourmentaient son sommeil. Certaines nuits étaient pires que d'autres. Mais la tendance générale était une amélioration lente, passant de milliers à des centaines, et maintenant parfois juste des dizaines. Mon patron m'a appelé dans son bureau le lundi suivant pour discuter de mes absences et retards récents dus au rendez-vous d'Emma. J'ai expliqué la situation et j'ai demandé s'il était possible de modifier mon horaire pour accommoder 2 séances de thérapie par semaine plus d'autres rendez-vous. Il m'a offert un poste à temps partiel avec un horaire flexible, mais cela signifiait une réduction de salaire de 40% par rapport à mon salaire actuel. Je l'ai accepté immédiatement car la guérison d'Emma importait plus que l'argent, et je pourrais résoudre les finances plus tard. Le nouvel horaire me permettait de venir chercher Emma à l'école tous les jours et d'être présente à tous ses rendez-vous sans le stress de devoir quitter le travail en courant.
Anton Fowler a appelé cet après-midi pour faire le point sur les progrès d'Emma depuis l'audience il y a 2 semaines. Il avait examiné les rapports de thérapie de Gillian et a noté des améliorations dans la participation ludique d'Emma et une réduction de la durée du comptage. Il a dit qu'Emma présentait encore des comportements scriptés préoccupants et des réponses rigides qui prendraient des mois, voire des années, à résoudre complètement. Il a été encouragé par les progrès, mais voulait que je comprenne qu'il s'agissait d'un marathon, pas d'un sprint pour la guérison d'Emma. Il m'a rappelé l'audience de révision dans 2 semaines et a dit qu'il recommanderait de continuer la garde avec moi sur la base des observations actuelles. Le soulagement que j'ai ressenti s'est mêlé à l'épuisement dû à la vigilance constante que nécessitait désormais le fait de s'occuper d'Emma. Georgia a appelé le lendemain matin avec des nouvelles qui m'ont retourné l'estomac, même si nous nous y attendions. Le détective McCabe lui avait fait savoir que le procureur envisageait des poursuites pour agression contre Marcus pour l'effraction présumée dans la maison de ma mère. Elle travaillait à séparer ma situation juridique de celle de mon frère, car je n'avais pas encore été inculpée de quoi que ce soit. La culpabilité m'a frappée de plein fouet en sachant que Marcus pourrait faire face à de graves conséquences pour m'avoir aidé à sauver Emma de cette pièce du sous-sol. Georgia a dit qu'elle avait déjà mis Marcus en contact avec un avocat de la défense spécialisé dans les cas de personnel militaire et qu'il construisait une défense solide. Elle m'a rappelé que Marcus avait pris sa propre décision de venir aider et que je devais me concentrer sur Emma plutôt que de me blâmer pour sa situation. 2 jours plus tard, Marilyn est apparue avec une chemise épaisse et a passé 3 heures à parcourir chaque pièce de notre maison, à vérifier les serrures des placards, à rechercher des minuteries ou quoi que ce soit qui pourrait déclencher le comptage d'Emma, et à écrire des pages de notes sur ce qui devait changer. Elle m'a fait retirer la minuterie de la cuisine, le réveil de la chambre d'Emma, et même le bip du micro-ondes a dû être désactivé car Emma se figeait et commençait à murmurer des numéros chaque fois qu'elle entendait une sorte de son de minuterie. Marilyn a noté des règles sur les horaires des repas, disant qu'Emma pouvait manger quand elle voulait sans avoir à tout finir. Et l'heure du coucher ne pouvait pas avoir de structure rigide qui lui rappelait les leçons de sa grand-mère. Le plan de sécurité remplissait 12 pages avec des conditions spécifiques à remplir avant que ma mère puisse être considérée pour des visites supervisées dans un lieu neutre en présence d'un travailleur social. Bien que Marilyn ait dit en privé qu'elle doutait que cela se produise avant au moins 1 an, compte tenu des faits documentés. Georgia m'a aidé à déposer l'ordonnance de protection cette semaine-là, et nous nous sommes assis dans la salle d'attente du palais de justice pendant 2 heures avant que le juge ne nous appelle. Il a examiné les conclusions du dossier de garde et les photos des poignets d'Emma, et a signé l'ordonnance temporaire sans poser beaucoup de questions. Le papier semblait mince dans mes mains, mais Georgia a dit que cela signifiait que ma mère ne pouvait pas s'approcher à moins de 500 pieds de nous, ni nous contacter d'aucune manière. Et que si elle essayait, elle serait immédiatement arrêtée par la police. Au cours de la 4e séance de thérapie d'Emma, Gillian m'a prise à l'écart ensuite et m'a montré une liste qu'elle avait faite de phrases spécifiques qui déclenchèrent les réactions robotiques d'Emma. Des choses comme « les bonnes filles » ou « termine tes leçons » qui faisaient se raidir Emma et commencer ses réponses scriptées. Gillian avait un plan complet écrit avec des phrases de remplacement que je pouvais utiliser et des moyens de modifier lentement les réactions d'Emma, commençant simplement par reconnaître quand j'entendais les mots déclencheurs sans me punir pour avoir réagi. Nous avons pratiqué dans son bureau avec Gillian disant « les bonnes filles obtiennent des récompenses » et moi disant immédiatement « tous les enfants méritent d'être aimés ». Pendant qu'Emma coloriait et après 20 tentatives, Emma n'a fait que frissonner au lieu de se raidir complètement. L'agent de notification a frappé à la porte de ma mère le mardi suivant avec des avis formels d'enquête du département de la DPJ et de la police. Et en quelques heures, mon téléphone explosait d'appels de personnes de son église, demandant s'il était vrai qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour maltraitance d'enfants. La moitié d'entre elles m'ont traitée de menteuse, qui essayait de détruire une bonne femme. Mais 3 personnes différentes ont appelé pour dire qu'elles avaient toujours pensé que quelque chose n'allait pas. Quand elles ont vu à quel point les enfants étaient calmes et silencieux pendant leur cours d'école du dimanche, et une femme a dit avoir vu ma mère faire tenir un enfant dans le coin pendant 2 heures pour avoir renversé du jus lors d'un événement d'église il y a 5 ans. La communauté s'est divisée en 2. Certaines personnes ont commencé un cercle de prière pour ma mère, tandis que d'autres ont finalement raconté des histoires qu'elles avaient gardées secrètes sur des ecchymoses qu'elles avaient vues ou des châtiments étranges dont elles avaient été témoins. Lors de l'audience de révision de 30 jours, le juge Harrison a lu tous les rapports de Gillian sur les progrès de la thérapie d'Emma, les évaluations de sécurité de la DPJ et les observations d'Anton lors de ses contrôles hebdomadaires avec nous. Emma avait cessé de compter au-delà de 100 la plupart des nuits
et pouvait manger des repas sans demander la permission au préalable, bien qu'elle se raidissait encore en entendant certaines phrases et ait des cauchemars qui la faisaient faire pipi au lit au moins 2 fois par semaine. Le juge a maintenu toutes les ordonnances de protection en vigueur, a déclaré qu'il était encouragé par les progrès d'Emma, mais préoccupé par les réactions continues au traumatisme, et a programmé la prochaine révision pour 3 mois plus tard, au lieu des contrôles mensuels habituels, car il a dit que le rythme de guérison ne pouvait pas être précipité. Ce soir-là, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai supprimé le numéro de ma mère, je l'ai bloqué sur toutes les plateformes de médias sociaux, et je l'ai même retiré de mes contacts d'urgence au travail et à l'école d'Emma. L'envie de vérifier ce qu'elle publiait ou disait sur moi était forte, mais chaque fois que je commençais à taper son nom dans une barre de recherche, je me forçais à m'arrêter et à vérifier Emma à la place, à lui préparer des collations, à lui lire des histoires, ou simplement à m'asseoir avec elle pendant qu'elle jouait avec ses jouets. 2 semaines plus tard, Emma m'a apporté un dessin qu'elle avait fait à l'école de notre maison avec des fleurs dans le jardin et un grand soleil dans le ciel. Et en y regardant de plus près, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de marques de comptage sur les murs comme elle avait l'habitude de les dessiner, ni de pièces sombres avec des serrures, juste une maison ordinaire avec des fenêtres ordinaires et une fille à qui jouait dehors. Elle demandait toujours à compter avant de se coucher, assise droite et passant les numéros. Mais maintenant, elle s'arrêtait à 100 au lieu d'essayer d'atteindre 10 000. Et certaines nuits, elle n'atteignait que 50 avant de bâiller et de demander une histoire à la place. 3 mois s'étaient écoulés lorsque j'ai entendu Emma rire dans la cour arrière pour quelque chose. Et quand j'ai regardé par la fenêtre, elle chassait un papillon dans le jardin, l'appelant Papillon, comme elle avait l'habitude de le faire avant que tout n'arrive. Elle avait toujours une thérapie avec Gillian 2 fois par semaine et des épisodes de comptage lorsqu'elle était stressée. Mais entendre ce mot stupide inventé sortir de sa bouche naturellement pendant qu'elle jouait me disait que nous retrouvions notre chemin vers qui elle était autrefois, un petit moment à la fois. Eh bien, merci d'être resté avec moi à travers toutes mes questions et ces virages étranges. Ce fut vraiment intéressant de partager ce voyage avec vous tous. Je vous vois la prochaine fois. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.